Vers un Parlement européen de Kenneth Lindsay. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 3 de Vers un Parlement européen de Kenneth Lindsay, comme je l'ai indiqué précédemment. Cet épisode comportera donc l'avant-propos de l'auteur ainsi que le chapitre 3 du recueil. Je vous souhaite une très belle écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains épisodes. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Avant-propos de l'auteur. Les phrases qui figurent au début de ce livre représentent la péroraison d'un discours prononcé par M. Salvador de Madariaga au congrès de La Haye et reproduit depuis lors dans son portrait à l'Europe. Heureusement, il ne m'appartient pas d'essayer de définir l'Europe, ni de dire si elle est au premier chef une expression géographique ou culturelle, d'autant plus qu'elle est manifestement l'une et l'autre, et beaucoup plus encore. En outre, son existence est un fait concret, et non pas seulement un rêve ou un idéal. Le Conseil de l'Europe, dont le statut fut signé à Londres en mai 1949, se propose comme objectif de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. Sur cette question, des livres pleins d'érudition ont été publiés pour exposer ce qui constitue notre commun héritage et jusqu'à quel point l'on peut considérer que d'autres le partagent. Il va sans dire que cette étude s'intéresse tout spécialement aux États-Unis et au Canada. Ce bref essai n'a pas la prétention d'être un historique du Conseil de l'Europe. Il serait prématuré de tenter une telle réalisation. On n'y trouve pas non plus un exposé méthodique du statut et des activités diverses et complexes exécutées sous ses auspices. Tout cela peut être trouvé dans de nombreux manuels, et mieux encore dans l'admirable volume de M. Robertson, qui, comme son auteur, me fut d'un grand secours. Il s'agit plutôt d'une étude sur les hommes et les femmes qui ont eu le courage d'essayer de créer un organisme flambant neuf, un Parlement européen, et des problèmes complexes qu'ils ont rencontrés et rencontrent encore. J'espère qu'elle ouvrira le chemin à des analyses plus savantes et profondes. Écrite en moins de 6 mois, elle est publiée maintenant, parce que j'ai la conviction que les hommes d'État européens doivent être sommés de prendre de nouvelles décisions sur l'avenir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai à remercier pour la grande partie de cette étude le président de l'Assemblée consultative et le secrétaire général du Conseil, qui ont bien voulu me donner libre accès à la Maison de l'Europe et à sa documentation, bien que je sois seul responsable des opinions que j'ai exprimées. Je dois également remercier l'Institut des recherches de politique étrangère de l'Université de Pennsylvania pour l'aide opportune qu'elle a bien voulu m'apporter. Je dois remercier également les 200 membres des parlements qui ont été assez aimables pour répondre au questionnaire que je leur avais envoyé avec une hâte un peu fébrile au moment des vacances de Noël. Monsieur Strasser, représentant de l'Autriche au cours d'un discours prononcé à l'Assemblée consultative le 16 janvier dernier, a déclaré que ce questionnaire lui avait donné l'idée d'en envoyer un autre, dont les résultats permettraient enfin de prendre, sur la question des langues officielles du Conseil de l'Europe, une décision. J'aurais pu d'ailleurs insérer une question sur ce problème des langues, mais il fait l'objet de plusieurs références dans les pages suivantes. Je tiens à remercier mon ami Sir Robert Bowsby pour son introduction si riche en encouragement. Sa connaissance et son expérience de l'Assemblée consultative dépassent celles qu'ont pu acquérir n'importe quel autre membre du gouvernement britannique. Les Européens du continent ont respecté depuis longtemps son indépendance d'esprit et son attitude de sympathie à l'égard des problèmes européens. J'ai contracté une dette infinie de gratitude envers le personnel du Conseil de l'Europe, parmi lesquels je compte d'anciens amis, comme M. Dunstan Curtis, M. Horsfall Carter, M. Hugh Beasley et bien d'autres nouveaux amis, ainsi qu'envers le greffier de l'Assemblée et son excellente équipe de collaborateurs. Je tiens à rendre un témoignage particulier à M. Sombart. Les secrétaires surchargés de travail ont aidé à taper ce manuscrit. Tout cela représente un semestre harassant, mais plein d'intérêt. Kenneth Lindsay, mai 1958. Le statut du Conseil de l'Europe doit son texte actuel à un compromis politique. Il serait oiseux maintenant de répartir la responsabilité de telle ou telle imperfection entre tel ou tel ministre ou pays.
La plupart des constitutions nationales, dont l'origine remonte au XVIIIe siècle, sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs, quelquefois la forme sous laquelle il se soit concrétisé. Le Conseil de l'Europe a dû progresser sur un territoire encore inexploré, pour un certain nombre de raisons diverses. Il a poussé jusqu'à l'extrême en ce principe de la séparation des pouvoirs, au point d'atteindre la limite de l'absurde et de créer une assemblée démunie de tout pouvoir réel. Il est possible qu'on se soit trouvé dans l'impossibilité d'étendre ce principe, même par analogie, aux relations instaurées entre les ministres et une assemblée européenne. Si l'on veut résumer la situation, elle est très simple. L'assemblée consultative est démunie de pouvoir et le comité des ministres ne peut prendre aucune décision qui est force de loi. Le Conseil de l'OECE, établi à une date antérieure par les mêmes gouvernements, peut prendre des décisions que ses membres sont tenus d'exécuter. Il peut également conclure des accords partiels ayant force obligatoire pour les gouvernements qui ont participé à leur élaboration. Cette différence frappante entre les deux conseils est due sans aucun doute au fait que le Conseil de l'Europe possède une assemblée et également au fait que ce n'est pas le Conseil de l'Europe qui a été chargé de mettre en œuvre le plan Schuman. L'Assemblée peut formuler des recommandations au comité des ministres, et c'est ce qu'elle fait effectivement. Certaines d'entre elles ont été acceptées et, dans des cas spéciaux, ont suscité l'élaboration de certaines conventions. Ces conventions ont force obligatoire, après une certaine période de temps, pour tous les gouvernements des États membres qui les ont ratifiées. Mais ce sont les ministres qui présentent les recommandations au gouvernement en question et qui, en fait, concluent les conventions, sans avoir à donner des raisons de leur attitude et sans donner de publicité aux opinions et aux votes de tel ou tel gouvernement. Pour l'instant, un mouvement très net se dessine en faveur d'une modification de cette procédure, à l'appui de laquelle on cite souvent celle qui est pratiquée aux Nations Unies, où chacun sait quelle est la délégation qui a eu recours au veto devant le Conseil de sécurité et pour quelles raisons elle en a fait usage. Ces faiblesses fondamentales que nous relevons de ce statut ont abouti à une interminable guerre froide entre l'Assemblée et les ministres. Des semaines entières du temps de l'Assemblée ont été consumées en débats perpétuellement renouvelés. Des vingtaines de recommandations et de résolutions ont été prises, sans le moindre résultat tangible. Il convient, par souci d'équité envers les ministres, d'ajouter que la teneur et le style d'un certain nombre de recommandations de l'Assemblée étaient vagues et déclamatoires. Quoi qu'il en soit, une atmosphère permanente d'espoir déçu, qui pouvait évoquer un brouillard de Strasbourg en janvier, s'est abattue sur les activités de l'Assemblée. Dans ces conditions, nous devons rendre hommage à plusieurs ardents parlementaires si nous constatons qu'une année après l'autre, malgré le discours de démission prononcé par M. Spaak en 1951, ils ont continué à siéger pendant 9 sessions. Au début, M. Spaak, dans son rôle de président de l'Assemblée, se comportait moins comme un speaker de la Chambre des communes actuelle que comme un speaker de la période élisabéthaine. Il était le porte-parole de l'Assemblée auprès du monarque, c'est-à-dire à Strasbourg, auprès du comité des ministres. L'une des raisons pour lesquelles il démissionna tenait au fait que les ministres ne prêtaient aucune attention à ce qu'il leur transmettait. Cette période du début a connu de nombreuses tentatives d'amélioration. On a tour à tour essayé de réformer le statut en créant par exemple un conseil unique dont l'activité aurait embrassé l'organisation du traité de Bruxelles, l'OECE et le Conseil de l'Europe. On a cherché à obtenir que les ministres donnent régulièrement des états de situation, à susciter la nomination de ministres des Affaires européennes et, avant tout, à créer une autorité européenne ayant des fonctions limitées, mais des pouvoirs réels. Les noms de M.R.W.G. Mackay, membre travailliste du Parlement pour la circonscription de Reading, de M. de la Malfa, délégué italien, de deux premiers ministres français, M. George Bidault et Guy Mollet, et de M. Cassimatis, délégué hellénique, de M. Van der Goes van Matters, délégué néerlandais, et de bien d'autres encore, sont honorablement associés aux courageux efforts entrepris pour faire sortir le Conseil de l'Europe de l'impasse où le maintenait en inflexible statut. Les historiens futurs, vers la fin du XXe siècle, seront probablement en mesure de déterminer les mérites et les fautes de ces mesures dilatoires, imputables en grande partie aux ministres des Affaires étrangères de l'époque et à leurs conseillers. Dans cette guerre froide avec les ministres, l'Assemblée a gagné un certain nombre d'escarmouches. Si elle n'a pu réaliser son autonomie budgétaire et administrative, elle est maîtresse de son ordre du jour. L'Assemblée peut maintenant désigner elle-même son greffier, qui a rang de secrétaire général adjoint. Des questions écrites peuvent être posées aux ministres et suivies de questions supplémentaires, pratique qui a pris une grande extension au cours de ces récentes années. Les membres de l'Assemblée consultative peuvent maintenant être élus par leur gouvernement ou nommés par telle autre procédure que chaque Parlement aura décidé d'instituer. Le procédé des suppléants, que l'Assemblée Charbon-Acier n'a pas accepté, a été inventé pour permettre de faire face aux différentes nécessités que peut rencontrer une Assemblée européenne. Il arrive souvent qu'un membre de cette Assemblée
se trouve dans l'impossibilité de s'absenter de son Parlement ou d'interrompre ses activités professionnelles. Il peut arriver également qu'une délégation tout entière se trouve forcée de participer à un débat national ou, ce qui est pire encore, se trouve immobilisée par des élections générales, ce qui est arrivé à la délégation turque en 1957. Enfin, on doit tenir compte des risques inhérents au procédé d'élection indirecte. Mais ce dispositif de création de suppléants ne suffit pas, car les membres de l'Assemblée ne sont pas tenus obligatoirement d'être présents au débat, et rien ne permet d'être certain de leur présence. Dans la plupart des parlements nationaux, l'abstention, et tout particulièrement la non-participation au vote, font l'objet d'une double vérification, en premier lieu de la part des chefs du parti, et en second lieu au sein du collège électoral. À l'Assemblée consultative, cette question de l'absentéisme a fait l'objet de discussions internes. L'Assemblée a gagné une importante concession. Les ministres, autres que ceux des Affaires étrangères, peuvent, et c'est ce qu'ils font souvent, s'adresser à l'Assemblée et se prêter à des questions écrites et orales. Pour illustrer ce point, j'ai choisi une année particulièrement favorable. On trouvera à l'appendice C la liste des ministres qui ont jusqu'à présent participé à certaines séances de l'Assemblée. Au cours de la session de juillet 1955, 9 ministres sont intervenus. M. Goldmanson, Islande, en qualité de président du comité des ministres, a présenté son rapport, à la suite de quoi 5 ministres des Affaires étrangères ont participé au débat ouvert sur ce rapport. C'est M. Macmillan, Royaume-Uni, M. Bayern, Pays-Bas, M. von Bretagne, Allemagne occidentale, M. Lang, Norvège, M. Pine, France, M. Larocque, Belgique, ministre du Commerce extérieur, présentera le 6e rapport de l'OECEM. Cornelion-Molinier, France, ministre des Travaux publics, présentait le premier rapport de la Conférence européenne des ministres des Transports. M. Bonnefond, France, ministre des Postes et Télégraphes, exposa un plan de coordination des services postaux européens. 5 de ces ministres ont été et sont encore membres de l'Assemblée. Aucune disposition du statut ne l'interdit. M. Dalton, M. Nutting et Lord John Hope ont été chefs de la délégation britannique, alors qu'ils étaient titulaires d'un portefeuille ministériel. Il est impossible de déterminer l'influence que de nombreux séjours à Strasbourg ont pu exercer sur la conception des ministres et sur la politique générale des gouvernements auxquels ils participaient, parfois en qualité de Premier ministre. Le gouvernement britannique actuel, qui est un partisan si résolu d'une zone de libre-échange, compte 5 vieux Strasbourgeois, qui furent autrefois des membres pleins d'activité de l'Assemblée consultative. Sont M. Macmillan, l'ancien mur, qui était alors Sir David Maxwell Fyfe, M. Duncan Sandys, Sir David Eccles et l'honorable G. Macleay. Je suis certain que le Premier ministre rendrait témoignage de l'expérience et des amitiés qu'il a pu acquérir lorsqu'il était chef de la délégation de son parti au cours des années inaugurales de 1949 à 1951. Ces témoignages seraient certainement repris pour leur propre compte par M. Guy Mollet, qui fut président de l'Assemblée, aussi bien que par M. von Bretagne, M. Larocque, M. Cassimatis, représentant de la Grèce, M. Kraft, représentant du Danemark, M. de Valera et M. Petermann, vice-chancelier d'Autriche. L'Assemblée a également profité de l'expérience des anciens membres qui, après s'être consacrés pendant un certain temps à leur mandat national, sont revenus siéger à Strasbourg. Mais je dois maintenant donner l'autre côté du tableau. 1955, comme je l'ai dit, fut une année particulièrement favorable. Au cours de la session d'automne 1957, le fait qu'aucun ministre n'était présent pour présenter un rapport supplémentaire particulièrement insignifiant crée une explosion d'indignation. Après un bref débat, l'Assemblée, à une écrasante majorité, décida de renvoyer le rapport au ministre et refusa de l'examiner en dehors de la présence d'un membre du comité des ministres. La délégation des Pays-Bas posa une question dans son parlement, parce qu'à l'époque le président du comité des ministres était le ministre des Affaires étrangères de Hollande. Le débat qui, dans l'Assemblée, précéda ces mesures radicales souleva 3 questions distinctes que j'aimerais traiter l'une après l'autre. La première porte sur la responsabilité qui incombe au ministre de tenir compte des sentiments de l'Assemblée et de présenter des rapports, fussent-ils supplémentaires, en personne. La seconde est la question de savoir si les membres parlent pour eux-mêmes à titre individuel ou au nom d'une délégation nationale ou d'un parti. La troisième pose la question des rapports entre l'Assemblée et les parlements nationaux. Responsabilité des ministres. Comment se fait-il qu'à la session d'automne 1957, aucun ministre ne soit venu pour présenter le rapport du comité des ministres? On a prétendu que la maladie avait empêché le président du comité de venir, mais dans ce cas, il aurait pu déléguer un remplaçant. On a également invoqué cette excuse que la fin de l'automne est une période mal choisie, parce que c'est le moment de la session de l'Assemblée des Nations Unies. Je reviendrai sur ce point, car il soulève la question plus générale du calendrier général des organisations européennes et de la pression qu'il exerce sur les ministres. L'automne précédent, M. Martineau, que j'ai déjà cité, établit un record en apparaissant devant l'Assemblée une seconde fois, dans le cours de la même année,
pour présenter le rapport supplémentaire. Après qu'il eut fait un admirable discours et au moment où il se prêtait au cérémonial des questions écrites, un respectable membre danois, M. Hermod Lannon, déclara dans sa question supplémentaire: Mais M. Martineau est le président d'un comité qui ne se réunit jamais. Ce comité des ministres n'a pas tenu séance depuis avril dernier, et nous nous trouvons en présence d'une situation singulière où les membres exécutifs du Conseil de l'Europe sont entièrement défiés aux délégués des ministres, organisme qui est composé non pas de ministres responsables, mais de diplomates et de fonctionnaires. Je dois expliquer ici que, depuis 1950, il existe à Strasbourg un comité mixte, composé de ministres et de certains membres désignés parmi l'Assemblée, qui constitue à l'origine un organe de coordination pour aplanir les relations entre les deux organes dont se compose le Conseil de l'Europe. Pour un certain nombre de raisons, tenant essentiellement à la simple difficulté matérielle d'organiser des réunions, cette consultation mixte a souvent été organisée à un niveau moins élevé. La place des ministres a été prise par leurs délégués désignés, dont 7 vivent en permanence à Strasbourg, où ils se réunissent à peu près une fois par mois. Il était peut-être inévitable que l'Assemblée ait tendance à les considérer comme une sorte de nouveau relais intermédiaire de responsabilité quelque peu nébuleuse, située entre eux-mêmes et les ministres, agissant en partie comme bouclier et en partie comme pare-choc. C'est le même processus qui, sur un plan plus élevé, a été estimé nécessaire dans la plupart des autres organisations internationales, ainsi que le montre le tableau ci-après. M. Hermod Lannon fit ensuite quelques observations supplémentaires nuancées d'ironie à propos du projet de fusion avec l'OECE. La Commission des questions économiques a établi des relations très étroites avec l'OECE, et dans la pratique, sinon dans la forme, c'est vers le Conseil de l'OECE plutôt que vers notre comité des ministres que nous nous tournons lorsque nous avons des suggestions à présenter. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas amalgamer ou combiner les deux organisations? Au cours de la même partie de la séance consacrée aux questions, un sénateur irlandais, M. James Crosby, déclara: Si nous examinons la situation, que constatons-nous? Nous trouvons au Conseil de l'Europe certains organes qui travaillent avec le même enthousiasme et la même énergie que dans les premiers temps. C'est le cas du secrétariat, de l'Assemblée et de ses commissions. Mais le comité de ministres ne s'est réuni qu'à 2 reprises, au cours des 12 derniers mois. Le tableau, ci à l'écran, donne une réponse partielle, mais il n'est ni à jour ni complet. Ni à jour parce que la nouvelle communauté économique européenne et l'Euratom avec son assemblée parlementaire européenne ont également formulé de nouvelles exigences sur le temps dont disposent les ministres des Finances et du Commerce, ni complet parce qu'il laisse de côté le Benelux et le Conseil nordique en Europe, et pour certains ministres, le pacte de Bagdad, l'OTAS, les travaux préparatoires pour la conférence au sommet, et qui sait peut-être une communauté méditerranéenne. Un ministre britannique des Affaires étrangères, est-il même à ses côtés 4 ministres d'État ou sous-secrétaires d'État, doit, tout comme ses collègues étrangers, être tenu de temps à autre dans la capitale de son pays. Il est tenu d'assister aux réunions du cabinet et de participer aux débats parlementaires. Or, en ce moment, il pourrait parfaitement arriver qu'ils doivent passer un tiers de l'année en dehors de son pays. Il y a là 2 questions distinctes mais connexes. La première porte sur la présence des ministres des Affaires étrangères au débat de l'Assemblée. À mon avis, il devrait être possible que le président qui occupe par rotation le fauteuil présidentiel du comité des ministres ou l'un des délégués assiste à ces débats. Au moins 2 fois par an. Un ministre responsable peut, à l'issue d'un débat, donner une réponse et parfois même prendre l'initiative d'élucider tel ou tel point, comme l'ont fait M. Spaak et certains autres représentants ministériels. Ce qui est tout aussi important, sa participation au débat lui permettrait de saisir le climat de la réunion, de se rendre compte de l'opinion publique européenne et de faire un rapport à ses collègues. C'est ainsi que, pour mon usage personnel, j'ai établi un résumé d'un débat récent qui s'est passé à Strasbourg sur le désengagement, le plan Rapaki et les relations Est-Ouest. J'ai constaté qu'il donnait un compte-rendu équitable de l'état de l'opinion publique européenne au moment de ce débat. À tous les points de vue, ce fut un débat d'un niveau élevé, qui passa presque inaperçu aux yeux de la presse. Mais si un ministre y avait assisté, avait répondu, avait noté tout particulièrement certains discours, avait signalé des difficultés et montré à quel point il importe de trouver une réponse européenne à ce qui constitue essentiellement un problème européen, la presse aurait rendu compte du débat et les membres de l'Assemblée auraient senti que leur participation était justifiée. M. De Hoogs a eu raison de dire à l'Assemblée: Qu'est-ce qui frappe les plus fortement l'observateur après nos délibérations? C'est le vide laissé après chaque session de l'Assemblée consultative. Si l'Assemblée pouvait aussi compter sur la présence des principaux chefs de partis de l'opposition, comme cela s'est passé tout au début, le Conseil de l'Europe bénéficierait d'une transfusion de sang dont il a le plus vif besoin. Responsabilité individuelle des membres de l'Assemblée. L'Assemblée de Strasbourg siège dans une salle en forme de fer à cheval, où les membres sont groupés par ordre alphabétique.
Dans les tout premiers jours, cette disposition avait ses côtés amusants. M. Churchill, lettre C, était désagréablement proche de M. Dalton, lettre D, si bien que de temps à autre on entendait un grognement dans ce coin de la salle des séances. C'est également ainsi que M. Tsaldaris, lettre T, ancien Premier ministre de Grèce, se trouvait assis à côté de M. Tsyrimokos, lettre T, qu'il avait jadis mis en prison. Le principe de l'ordre alphabétique est important. Ceux qui viennent à Strasbourg n'y siègent pas en qualité de Britanniques, de socialistes, de Grecs, de conservateurs, mais en tant qu'Européens. C'est ainsi que M. Churchill exposait cette situation en mai 1953 devant la Chambre des communes. Les membres de la délégation britannique auprès de l'Assemblée consultative assistent aux réunions de Strasbourg en leur capacité personnelle. Ils sont en droit de se grouper sur telle ou telle question particulière s'ils le jugent à propos. Cela n'affecte en aucune façon leur indépendance à l'égard de l'Assemblée. Il ne saurait être question qu'une délégation fasse en son nom collectif une déclaration à l'Assemblée. Dans cette dernière phrase, j'ai empiété sur la troisième question, qui concernera les rapports entre l'Assemblée et les parlements nationaux. Il est inutile de dire que les deux questions sont liées. Voilà donc plus de 200 membres représentant divers parlements de 15 pays différents, réunis pour débattre des sujets d'une extrême diversité. Il est inévitable dans ces conditions, pour reprendre l'expression de Sir Winston Churchill, qu'ils sont en droit de se grouper s'ils le jugent à propos sur telle ou telle question particulière. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Mais les rapports d'un représentant avec son pays, son parti, et quelquefois son corps électoral, doivent nécessairement se répercuter sur sa façon de penser, sinon sur son vote. Il y a là une question subtile que M. Montini exposa en ces termes devant l'Assemblée. La façon dont chacun d'entre nous se conduit dans nos parlements ne relève que de sa conscience. Mais l'Assemblée a une responsabilité politique, entièrement distincte de ce que nous visons ou nous faisons dans les parlements. Ici, à Strasbourg, notre position n'est pas nationale. Je n'ai jamais rêvé à la possibilité de subordonner la tâche de l'Assemblée à l'adhésion de mon Parlement national. Ça aurait été mettre la charrue avant les bœufs. Chacun d'entre nous a des obligations morales, tenant à son parti et à sa nationalité. Mais ce lien se trouve brisé lorsque nous siégeons ici, dans un Parlement de caractère international. J'ajoute à cela une phrase dans laquelle un autre Italien, qui a son franc-parler, M. Lucifero, a posé la question sous une forme plus vigoureuse. Il existe un plan habilement ourdi pour restaurer graduellement à chacun des divers pays tout ce qui fut officiellement transféré au Conseil, mais il y a là une opération à laquelle nous ne pouvons nous associer. Il existe clairement sur cette question une certaine confusion de pensée, et elle prête à controverse. Un exemple intéressant de cette confusion nous a été donné dans un récent débat. M. Finmo, membre de l'Assemblée depuis longtemps, fit un discours au cours du débat de politique générale qui avait été ouvert par M. Kinzinger, représentant allemand. Or, il se trouve que M. Finmo, socialiste norvégien et président de la Commission des affaires étrangères du Storting, n'a assisté qu'assez irrégulièrement aux sessions de l'Assemblée au cours de ces dernières années. J'étais donc heureux de le voir siéger et de l'entendre parler, et je ne suis pas extrêmement surpris de l'entendre, après bien d'autres orateurs, préconiser des négociations avec la Russie soviétique. À ce propos, il fit la déclaration suivante. À mon avis, il existe une proposition qui convient parfaitement si l'on veut aborder des négociations sur des bases pratiques et prudentes. Je pense à la proposition du ministre polonais des Affaires étrangères, M. Rapaki, préconisant la dénucléarisation d'une zone en Europe centrale. Il y avait là une déclaration tout à fait modérée. Il est hautement probable que les groupes socialistes de l'Assemblée avaient déjà examiné ce problème et étaient tombés d'accord, dans toute la mesure du possible, sur une méthode commune. De temps à autre, on peut observer le jeu d'une procédure de cet ordre. Que du reste, les socialistes emploient beaucoup plus que les autres partis politiques. C'est ainsi que j'ai entendu M. John Edwards, parlant en qualité de chef du groupe socialiste, annoncer le dépôt d'un amendement en disant « Ce texte a réuni l'accord de nos amis socialistes ». Mais le point important dans la déclaration de M. Finmo est qu'il est président de la Commission des affaires étrangères du Parlement norvégien et par conséquent pleinement au courant de la politique suivie par son gouvernement. Selon toute probabilité, ce discours a été largement diffusé en Norvège. Une fois de plus, j'éprouvais un certain plaisir, qui cette fois venait du fait que les discours prononcés devant l'Assemblée consultative causaient, une fois de plus, des remous dans les cercles plus vastes. Cependant, M. Finmo fut attaqué dans la presse norvégienne pour avoir parlé à titre personnel au lieu de s'être fait le porte-parole officiel de sa commission. On alla même jusqu'à réclamer sa démission. Je crois savoir que M. Finmo aimerait que le secrétaire général lui dise quelle est exactement, d'après le règlement, la position d'un orateur à l'Assemblée consultative. En théorie, et bien souvent en pratique, cette position est assez claire. Chaque membre parle à titre personnel. J'ai souvent entendu certains d'entre eux déclarer qu'ils justifieraient devant leur parlement tout discours qu'ils auraient prononcé ou tout vote qu'ils auraient émis à Strasbourg. D'autre part, les représentants à l'Assemblée consultative, tout particulièrement lorsqu'ils appartiennent au parti qui détient le pouvoir dans leur pays,
sont souvent très prudents lorsqu'ils font une déclaration. Personnellement, il me semble indubitable qu'à certaines exceptions près, les membres britanniques restent étroitement en contact avec les techniciens de leur parti, et parfois avec le ministère des Affaires étrangères. C'est également ce qui a lieu dans certains autres pays. Ce serait en tout cas l'attitude qui conviendrait lorsque le représentant en question est un ministre. Par exemple, pour M. Anthony Notting était à la fois chef de sa délégation et sous-secrétaire d'État des Affaires étrangères. Dans quelle mesure cette coutume doit-elle s'appliquer au président d'une commission des affaires étrangères d'un parlement scandinave? Je ne saurais le dire. Il se pose un problème spécial pour les rapporteurs des commissions, qui doivent présenter des rapports complexes établis par leur commission. L'Assemblée bénéficie des excellents services d'un secrétariat dans lequel des jeunes gens compétents préparent non seulement la documentation de base pour ces rapports, mais sont assis sur les bancs de l'Assemblée, auprès de leur chef parlementaire du moment. De bonne heure, l'Assemblée a pu arracher au comité des ministres une concession permettant d'instaurer des réunions de commission dans l'intervalle des sessions. Elles se réunissent maintenant toute l'année, la plupart du temps à Paris, mais aussi dans d'autres capitales, ce qui, soit dit en passant, constitue une excellente propagande pour le Conseil de l'Europe auprès de l'opinion publique du pays. Si les rapporteurs ou les présidents des commissions sont bien connus dans leurs pays respectifs, ce qui est le cas par exemple de M. Kinziger en Allemagne, de M. Teigen en France ou de M. Olin en Suède, il est probable que l'Assemblée écoutera leurs rapports avec plus d'attention et que la presse y attachera plus d'importance. Pourquoi cela? Parce que, bien que le rapport soit l'œuvre d'une commission, ceux qui l'entendent peuvent y discerner un reflet des opinions du chancelier Adenauer ou des MRP français ou des libéraux suédois. Cette attitude est simplement humaine. Chaque membre parle en son nom personnel et chaque rapporteur au nom de sa commission. Mais pratiquement, on peut déceler dans chaque discours, sous les mots prononcés, ceux qui sont insinués. L'Assemblée accueille cordialement le membre indépendant qui suit son propre chemin. Elle agit ainsi comme la plupart des parlements démocratiques. Mais d'après mon expérience, les acclamations les plus enthousiastes sont réservées à celui qui s'élève au-dessus des considérations des pays, de partis, et même d'idiosyncrasies individuelles, pour exprimer avec sincérité une conception européenne. C'est là que réside le critère final d'un bon discours. Rapport avec les parlements nationaux. Dans les pages précédentes, j'ai souvent effleuré cette troisième et dernière question. J'ai parlé du rôle dévolu aux délégués des ministres et au comité mixte, cet organe de coordination entre ces délégués et ministres et certains membres de l'Assemblée. Celle-ci ne s'est pas contentée de cette procédure et a créé un groupe de travail chargé d'assurer les rapports entre l'Assemblée et les parlements nationaux. En fait, il s'agit d'une sorte de groupe de pression. Après avoir échoué dans sa réforme du statut et s'être révélée impuissante à exercer une influence directe suffisante sur les ministres, l'Assemblée a essayé d'éluder les statuts et de revenir vers les parlements nationaux, en contournant, pour ainsi dire, les ministres et leurs délégués. Ce groupe de travail, qui se composait à l'origine de 7 membres, est arrivé maintenant à en comprendre 15, soit 1 par État membre. Je ne puis qu'éprouver une admiration sans réserve pour mes collègues parlementaires, quand je les vois utiliser toutes les méthodes possibles pour parvenir à leur fin. Il n'y a rien de malsain dans un groupe de pression, même dans le secteur des affaires étrangères. L'un des signes de vie que l'on pouvait relever dans l'Assemblée Charbon-Acier était la présence dans les tribunes et les couloirs d'hommes à l'aspect un peu surprenant, qui représentaient les intérêts des employeurs et des employés de ces grandes industries. Nul ne peut plus conserver l'illusion que la Chambre des communes en Grande-Bretagne n'a pas de groupe de pression. Jusqu'à ces toutes dernières années, nous avions oublié d'en établir le compte et nous n'avions jamais songé à les analyser. Dans le seul secteur des affaires étrangères, l'Association pour les Nations Unies, le groupe pour le gouvernement mondial, les loyalistes de l'Empire, les amis de l'Union Atlantique, ont tous leurs adhérents à l'intérieur et à l'extérieur de la Chambre. Ceux-ci posent des questions sur l'ordre du jour. Ils organisent des réunions régulières de leur groupe, parmi lesquelles figurent quelques profanes distingués, et ces réunions sont tenues dans les salles de commission de la Chambre des communes. Ils prennent l'initiative de certains débats et s'efforcent toujours de faire en sorte que l'un de leurs porte-parole intervienne dans les débats sur les affaires étrangères. Par conséquent, pour la Grande-Bretagne tout au moins, l'existence d'un groupe de pression travaillant dans le sens de l'unité européenne ne présente aucun caractère exceptionnel. Il existe au mouvement européen lui-même une réalisation du même ordre. L'objectif plus précis du groupe de travail créé par l'Assemblée consultative est de voir quelles mesures peuvent être prises dans chaque Parlement national pour qu'on ait la certitude que les recommandations seront prises en considération et que leurs conventions approuvées à Strasbourg seront finalement ratifiées. Chaque Parlement national a sa propre procédure. On a donc estimé qu'il était nécessaire de préparer un manuel sur cette question. Le groupe de travail a essayé d'évaluer la tâche accomplie par chaque pays par voie de questions, de motions ou d'interventions dans les débats. Il a même désigné, pour chaque pays, un porte-parole qui doit être son interprète. Les principaux instigateurs de cette nouvelle méthode de travail ont été M. Momer, socialiste allemand,
qui est maintenant reparti pour Bonn, où il assume des fonctions de direction dans son parti, et M. Schernetz, socialiste autrichien. Les Allemands sont ceux qui ont déployé la plus grande ponctualité et la conscience la plus exigeante pour essayer de créer un lien véritable entre les activités de Strasbourg et leur Bundestag. En premier lieu, ils ont un secrétaire permanent et en rang de premier conseiller, qui aide les parlementaires dans leurs activités, avec toutes les organisations extérieures, y compris le Conseil de l'Europe, la CECA, l'UEO et l'Union interparlementaire. Son traitement est payé par le Bundestag, ainsi que celui de son adjoint, de 2 sténographes et d'une autre personne qui organise les déplacements. Sa tâche n'a pas de caractère politique. Il s'occupe de toutes les questions d'organisation et aide à préparer l'ordre du jour de ces questions à l'intention des membres de tous les partis du Bundestag. On pourrait avoir l'impression qu'il ne s'agit là que de points de détail, mais quand les membres du Parlement assistent aux assemblées et à leurs commissions, près de 3 mois chaque année, il y a une limite dans ce qu'ils peuvent raisonnablement accomplir. Comme M. Mommer l'a déclaré à l'Assemblée, les membres de l'Assemblée consultative retournent dans leur Parlement national où ils trouvent une pile de documents. Strasbourg cesse d'être présent à leur esprit. Il fit alors un plaidoyer en faveur du principe de la division du travail et de la mise sur pied d'un dispositif, si modique suppute-t-il, qui permettent de convertir les bonnes intentions en réalisations concrètes. Il ajouta très justement qu'on ne peut pas compter seulement sur la bonne volonté et l'enthousiasme. Dans ce débat, il ne réclamait pas tant un porte-parole dans chaque délégation qu'un chef de file, whip. Si ce mot de whip n'est pas celui qui convient d'employer, déclara-t-il. Appelons-le bête de somme. Notre expérience nous a amené nécessairement à employer un secrétariat qui a pour tâche ultime d'élaborer des lois destinées à mettre à exécution les recommandations de Strasbourg. Un rapport général sur l'avancement des travaux s'est révélé insuffisant. Nous mettons maintenant notre Parlement dans une position où il doit prendre des décisions. Si le mur qui se dresse en face de nous n'était pas le mur de lamentation devant lequel nous exprimons constamment la tristesse que nous cause la tâche accomplie par le comité des ministres, la suggestion dont nous sommes saisis n'aura jamais été formulée. Dans ce cas, nous aurions choisi la voie que prévoit le statut. Mais, bien que la voie que nous avons choisie se trouve en dehors des clauses expresses du statut, je me permettrai de déclarer qu'en aucune façon elle n'enfreint les dispositions de ce statut. Ce sont des mots pleins de franchise, qui révèlent mieux que des pages d'explications prosaïques l'esprit qui anime une des délégations. C'est grâce à une organisation de cette nature que les Allemands ont aboli unilatéralement plusieurs formalités de frontières. Au cours du débat où M. Mommer fit les interventions que nous venons de citer, un membre hollandais, M. Wixbox, tout en s'opposant au terme chef de file, décrivit la situation existant en Hollande, qui est le seul autre pays à employer un secrétariat permanent. Le secrétaire hollandais est au service de 2 chambres du Parlement, dans un comité mixte, mais indépendant du greffier de la Chambre. Il s'occupe des délégations envoyées à toutes les organisations européennes. Selon les termes employés par M. Wixbox, il suit de près les activités de ces organisations. Il est à même d'acquérir une connaissance théorique et pratique très approfondie de la façon dont elles travaillent et par conséquent de les comparer. Un membre du Parlement, qui est en même temps représentant auprès des assemblées d'Europe, constate qu'il est impossible de ne pas perdre pied au milieu de tous les éléments politiques de son propre pays. Une division du travail se révèle essentielle. Il va de soi que chaque délégation a des secrétaires temporaires qui lui appartiennent en propre. Contrairement à tous les autres, les Britanniques ont des secrétaires de parti et des salles distinctes pour les différents partis politiques dans les bâtiments du Conseil de l'Europe. Cela dit, la méthode allemande et hollandaise me frappe comme étant de loin la plus pratique. Comme le déclarait très honnêtement un membre danois, M. Kraft, dans le Parlement danois, la liaison entre la délégation et le Parlement national n'a jamais été réalisée. Nous méritons qu'on nous en fasse de reproches. Il est tout à l'honneur des membres de l'Assemblée qu'après avoir critiqué le statut et les ministres, ils aient le sentiment qu'une certaine responsabilité leur incombe également. On peut en effet critiquer aussi l'organisation de leurs travaux, leurs débats, leurs ordres du jour, le vague de leurs textes de recommandations et l'absence de controverses au cours des débats. C'est en partie pour cela que le Parlement national, ainsi que les ministres, trouvent difficile de donner suite à leurs travaux. Le groupe de travail, en procédant à l'analyse d'un grand nombre de textes, a trouvé ce qu'il a appelé une double norme de jugement. Les membres doivent s'appliquer en conscience à sanctionner un texte de leur autorité, tant à Strasbourg que dans les parlements nationaux. Sinon les recommandations resteront lettres mortes. En fait, c'est ce qui est advenu de plusieurs d'entre elles, à cause de la conciliation artificielle de différents points de vue, et, parfois, de simples difficultés techniques de rédaction. Le Conseil nordique, qui échafaude son activité sur des consultations officieuses qui remontent à plusieurs années, semble avoir obtenu d'intéressants résultats pratiques sans disposer d'une organisation complexe. Quant au comité d'experts du groupe internordique, il prépare des textes de loi que les divers gouvernements intéressés soumettent pour examen et adoption à leur corps législatif. De cette façon, en mettant en vigueur des lois identiques ou similaires dans les parlements des divers pays, ces comités réalisent en fait une législation commune,
bien qu'il n'existe pas de parlement de tous les pays scandinaves qualifiés pour faire des lois intéressant la totalité de leur territoire. Cette méthode de procédure, qui est évidemment plus facile à pratiquer dans un secteur comme la Scandinavie, justifie un supplément d'études, parce que, dans cette partie de l'Europe, les fonctions des ministres et fonctionnaires, des parlementaires et de leur secrétariat sont plus clairement précisées. Si les membres des délégations de Strasbourg pouvaient avoir l'absolue certitude que leurs recommandations, réalisées souvent après des heures de travail, seront convoyées jusqu'au ministre et qualifiées sans être bloquées aux stations intermédiaires, les progrès plus rapides seraient réalisés et la somme de déception serait moins lourde. Le comité spécial, constitué pour aborder les problèmes des formalités de frontières sous la présidence de M. Pinto, semble avoir fonctionné d'une façon plus profitable. Je traiterai cette question dans le prochain chapitre. Ce n'est pas par accident que des mesures ont été prises dans les parlements nationaux sur des textes ayant une portée pratique sur des propositions concrètes et de demandes précises, portant sur les formalités de frontières, les assurances automobiles, etc. Les Allemands, probablement en raison de la présence de ce secrétaire permanent, ont trouvé le moyen d'assurer la distribution des textes et des recommandations aux membres du Bundestag, tant et si bien que des mesures ont été prises sur 38 projets ou propositions. Au Parlement britannique, on a pu enregistrer 33 décisions prises à l'appui des propositions émanantes de l'Assemblée. La plupart du temps, cette procédure se déroule sous forme de questions adressées aux ministres qualifiés. Le groupe de travail a constaté que 119 cas de mesures parlementaires ont été enregistrés sur une période d'une année. Ils portent sur des motions, des projets de loi, des questions et 18 débats d'ordre général. La seule constitution de ce groupe de travail a stimulé un intérêt nouveau dans les divers parlements nationaux. Peut-être même est-ce grâce à cela qu'un plus grand nombre de gouvernements ont ratifié des conventions dont ils avaient été saisis. Dans les réponses aux questions, je trouvais la déclaration suivante d'un socialiste britannique au sujet du point 6. Il est difficile de préconiser que les recommandations de l'Assemblée soient nécessairement mises à exécution par les gouvernements, parce que cette Assemblée n'est pas élue et de toute façon n'assure pas la représentation de tous les partis politiques dans certains pays. Il s'agit évidemment du Parti communiste. Il s'ensuit, comme l'Assemblée ne représente pas démocratiquement tous les parlements, que ces derniers ne peuvent pas décider d'avance qu'ils se dessaisiront de tout leur pouvoir de souveraineté nationale à son profit. La seule réponse à cette déclaration est que personne n'a jamais compté que les parlements se dessaisissent de tout leur pouvoir de souveraineté nationale au profit de l'Assemblée. Le ministre socialiste des Affaires étrangères de Grande-Bretagne a veillé un temps voulu à ce qu'il n'en soit rien. En second lieu, certains membres de l'Assemblée sont élus par le Parlement. La vérité, c'est que les membres qui assistent au débat de l'Assemblée et qui votent ont une obligation morale, à moins d'avoir une conscience à 2 degrés, de faire pression sur leur Parlement national afin qu'ils prennent les mesures requises, d'autant plus qu'ils sont libres de leurs actions, et théoriquement tout au moins, non responsables devant leur chef de parti et leur Parlement national. Lord Dayton et Sir David Maxwell Fyfe ont travaillé infatigablement pour faire aboutir la Convention des droits de l'homme. Rien, statutairement, n'empêchait un juriste socialiste de Grande-Bretagne de jouer un rôle personnel en encourageant la Chambre des communes à faire aboutir cette œuvre réalisée par le Conseil lorsqu'il fut de retour à Londres. Sir James Hutchison a demandé si la procédure britannique de résolution négative peut être appliquée à des recommandations importantes. Au terme de cette procédure, une recommandation serait simplement déposée et, à moins qu'elle ne soit repoussée au cours d'une période déterminée, elle aurait force de loi. Je crains que cette méthode parlementaire soit inconnue dans la plupart des pays. Une réponse franchement typique a été donnée par quelqu'un dont j'ai la permission de citer le nom, M.R.W.G. Mackay. Lui tout au moins a dit la même chose à Strasbourg et à Westminster et dans son fief électoral de Reading. Il est intéressant de constater que, venant d'Australie, il est le seul membre britannique ayant une expérience pratique du fonctionnement d'un gouvernement fédéral. Sa position est bien connue. Je ne crois pas, déclare-t-il, qu'il existe un moyen de mettre à exécution par des mesures parlementaires des décisions d'une assemblée consultative comme celle de Strasbourg. Tant que l'Assemblée n'est pas habilitée à faire des lois qui engagent directement les gouvernements des différents pays, aucune mesure effective ne sera prise. L'ordre du jour du Parlement est si chargé qu'il est difficile d'amener des gouvernements à manifester de l'intérêt pour des questions débattues à l'Assemblée consultative. Il est intéressant de constater que certains membres continentaux, et en particulier les représentants de la France, ont estimé que ces réalisations pratiques seraient accélérées s'il régnait dans la délégation britannique une conception européenne plus sincère. Si vrai que puisse être cette opinion, je vois mal le rapport entre la conception particulière aux Britanniques et les mesures à prendre à l'égard des recommandations de l'Assemblée en faveur d'une révision du statut. Les Allemands ont signalé à quel point il est important non seulement de susciter une activité au sein du Parlement national, mais aussi de conserver la même orientation à Bonn qu'à Strasbourg. Quant aux Italiens, ils désirent naturellement, comme les autres membres des 6, que l'Assemblée ait des pouvoirs réels. Tout au moins, déclare l'un d'eux, les décisions de l'Assemblée devraient être publiées dans un rapport officiel au sein de chaque Parlement. C'est en fait ce qui se passe dans certains parlements. C'est ainsi que la délégation norvégienne adresse chaque année un rapport écrit à son Parlement.
Ce rapport est imprimé comme les autres documents officiels du Parlement et donne à tous ceux qui le désirent la possibilité d'instaurer un débat sur les activités du Conseil de l'Europe. Il en est de même en Suède, où toutes les recommandations adressées par l'Assemblée au Comité des ministres sont imprimées, présentées à la Commission des affaires étrangères et débattues aux séances du Parlement. Parmi d'autres suggestions, je citerai celle-ci, qui émane d'un membre de la délégation d'Autriche. Au début de chaque session de l'Assemblée, un exposé sera présenté, indiquant quels sont les États membres qui n'ont pas pris de mesures relatives aux recommandations de la session précédente. Cette proposition est parfaitement sensée. Il convient d'ajouter qu'au Conseil nordique, les gouvernements doivent présenter à chaque session ordinaire un rapport sur les mesures prises en exécution des recommandations formulées par le Conseil au cours des sessions antérieures. Naturellement, le délégué autrichien demande que ce soit l'Assemblée qui établisse ce rapport. On doit voir clairement que dans sa forme actuelle, l'Assemblée se trouve en face d'un grave dilemme. Les propositions du groupe de travail essaient de tirer le meilleur parti possible des limites imposées par le statut. Un autre point de vue est exposé par deux membres de partis différents, mais du même pays. Voici ce qu'écrit le premier. La difficulté vient de ce qu'une assemblée qui a pour fonction d'examiner et de discuter les projets essaie d'élaborer des programmes d'action qui devraient provenir d'un organe exécutif. Elle devrait concentrer beaucoup plus son activité sur de larges débats d'intérêt général. La plus grande partie des travaux accomplis en commission font double emploi avec les activités d'autres organismes tels que l'OIT. Le second s'exprime en ces termes. Je voudrais concentrer mes efforts sur la réalisation d'un pouvoir exécutif, capable de prendre des mesures efficaces, et sur l'accroissement des responsabilités qui lui sont confiées. Dans l'Assemblée elle-même, je serais heureux de constater une plus grande inclination à discuter et à prendre position sur le plan des partis politiques. L'Assemblée est bien souvent, et sans nécessité, aucune morne et monotone, parce que les controverses sont négociées dans les coulisses. Le statut du Conseil de l'Europe et la procédure de son assemblée consultative sont un compromis entre les deux concepts, britannique et continental, des institutions politiques. J'ai déjà signalé l'ingéniosité que met l'Europe occidentale à créer de nouveaux organismes pour l'accomplissement de tâches entièrement nouvelles. Nous avons constaté que les systèmes parlementaires britanniques étaient l'objet de critiques croissantes, qui ont récemment atteint leur point culminant. Plus on étudie le Parlement britannique, qu'il s'agisse des travaux accomplis par Sir Lewis Lamire et les historiens qui sont ses disciples, ou de ceux qui sont entrepris par d'autres écrivains modernes, plus son caractère unique se dégage. Est-il fait pour l'exportation? C'est une question qui prête à controverse. Tous les parlements nationaux et les systèmes de partis sont la création des forces sociales en jeu dans les divers pays. D'un autre côté, comme l'a écrit le professeur Heckscher, député au Riksdag suédois, dont vient de s'enrichir l'Assemblée de Strasbourg, les idéologies des partis politiques sont fréquemment de ce caractère international. Ces citations, puisées pour la plupart dans les réponses aux questionnaires, montrent clairement que les partis, les méthodes électorales, les parlements, les commissions et leurs procédures sont manifestement connexes. Les Britanniques ont un système de deux partis et demi, un procédé de vote à la majorité simple, un speaker, le président, et une procédure d'un type tout à fait spécial. Enfin, des comités permanents pour l'élaboration des lois qui sont accessibles au public. Les systèmes français, allemands et scandinaves sont très différents, bien qu'ils semblent, en apparence, avoir de nombreux traits communs. L'Assemblée consultative de Strasbourg est une honnête tentative pour rassembler les hommes et les femmes appartenant à des formations politiques diverses dans le cadre d'une procédure d'un type tout à fait nouveau. Une fois de plus, on se trouve devant la nécessité d'un compromis. Aucun principe éternel n'est à la base de la procédure britannique. La plupart de ces dispositions ont un arrière-plan et toute une évolution d'un grand intérêt historique. Certaines d'entre elles sont nettement inefficaces. Mais ce système parlementaire britannique fonctionne dans notre pays et a été copié dans tout le Commonwealth. Cependant, une importante concession a été faite aux habitudes britanniques. À Westminster, nous ne parlons pas de la tribune, mais de notre place. C'est également la coutume à Strasbourg. D'autre part, la Chambre des communes interdit la lecture des journaux dans la salle des séances. L'absence de cette restriction à Strasbourg n'empêche pas les membres de la délégation britannique de dévorer la presse de leur pays dès qu'elle arrive à 16h15 et d'essayer même de faire des problèmes de mots croisés pendant certains discours un peu trop longs. L'Assemblée de Strasbourg s'est attaquée à une tâche difficile. Se réunissant en 2 ou 3 brèves périodes au cours de chaque session annuelle, elle essaie probablement d'accomplir un trop grand nombre de tâches. Comme je l'ai montré dans le chapitre précédent, elle joue parfois admirablement son rôle en offrant une tribune européenne pour le déroulement de larges débats politiques. Cette discussion annuelle sur le rapport de l'OECE s'est souvent révélée intéressante pour cet organisme et pour un public plus étendu. Elle peut ensuite reprendre l'examen d'un certain nombre de questions émanant de ses commissions, juridiques, sociales, culturelles, des autorités locales, etc. Il est rare qu'un jour se passe sans qu'une commission siège à Strasbourg ou dans une autre ville d'Europe. Il peut s'agir de commissions de l'Assemblée, de comités d'experts ou de comités mixtes. La plupart des parlements doivent concilier deux fonctions, les grands débats et la critique détaillée de mesures législatives. Mais leur rythme est conditionné par un calendrier beaucoup plus étendu. Ils ne sont pas forcés d'entasser en 1 ou 2 semaines la discussion d'un ordre du jour établi avec soin,
ainsi que les réunions des groupes politiques et toutes les activités officielles ou non que doit accomplir une assemblée démocratique. Ils n'ont pas à ouvrir des débats continuels sur leurs propres procédures, la réforme de leur constitution et les merveilleuses relations avec les ministres du gouvernement au pouvoir. D'autre part, certaines de ces questions constitutionnelles se sont manifestées plus récemment dans le plus ancien des parlements nationaux. Si ces pages laissent percer une note de critique, c'est parce que les meilleurs amis du Conseil de l'Europe sont actuellement ceux qui formulent, en toute honnêteté, des critiques constructives. L'Assemblée consultative n'a pas encore 10 ans. Elle ne constitue pas un corps législatif, et elle a dû fréquemment rappeler au comité des ministres que le statut veut qu'elle soit consultée. Elle est la première organisation de cette nature à avoir été créée. Ce chapitre ne contient probablement pas une seule opinion qui ne s'était expressément formulée par l'un ou l'autre des membres du Conseil, soit en séance publique, soit au cours de conversations privées. Celui qui examine cette situation de l'extérieur pourra se trouver en présence de bien des nuances qui lui échapperont. Il se trouvera aussi beaucoup plus libre pour brosser un tableau à larges traits. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que ce tableau apparaît à mes yeux, qui sont ceux d'un ami sincère et plein de sympathie.